Derrière les lignes allemandes, au printemps de 1917, l'état d'esprit était défensif. Ludendorff misait tout sur la campagne sous-marine et ne voulait pas accumuler les pertes humaines sur le front. Sa stratégie impliquait le statu quo à l'ouest. Il maintenait la pression vers l'est, où la Russie accélérait sa déconfiture. Dans les villes des 10 départements français occupés, la troupe allemande, pour une fois sans souci, prenait le meilleur de la guerre. Le plan Albéric, qui portait le nom du nain ravageur des Nibelungen, avait été conçu à l'ouest par Hindenburg et par Ludendorff et approuvé par le Kaiser. Ludendorff avait fait construire à l'arrière des lignes de fortification lourdes appelées lignes Siegfried par les Alliés. Le quartier-maître général prévoyait le repli de l'armée sur cette ligne de position imprenable qui raccourcissait le front allemand. Chaque offensive alliée serait ainsi chèrement payée. Le Kaiser approuvait. Que pouvait-il faire d'autre? Il avait déjà perdu tout pouvoir. Le dispositif de retrait impliquait la destruction du saillant entre Arras et Soissons. Le rétrécissement économisait au grand quartier général 8 divisions. Des réserves supplémentaires étaient ainsi dégagées pour l'offensive. Au 5 avril 1917, le mouvement de retrait allemand sur des positions stratégiques imprenables était terminé. Des effectifs squelettiques gardaient l'ancienne ligne du front jusqu'à la dernière minute. La retraite très rapide suivait, avec destruction de toutes les routes, ponts, installations et même les maisons qui étaient dynamitées. Les arbres fruitiers étaient coupés. Des mines étaient placées sur tous les points de passage. Avec un soin diabolique, les Allemands en retraite avaient fait table rase. Sur le front de l'Est, les Allemands se gardaient d'attaquer, laissant le front russe s'autodétruire. Ils craignaient, par une attitude menaçante, de susciter chez l'adversaire une réaction patriotique. À l'automne 1917, juste avant la Révolution d'octobre, l'état-major allemand avait réussi plusieurs opérations de débarquement dans les îles du golfe de Riga. Ces débarquements devaient permettre de contourner les armées russes par le nord en cas de reprise de l'offensive.
Quand l'armée russe du nord au sud avait vacillé après l'échec de la dernière offensive ordonnée par le chef du gouvernement Kerensky, les Allemands avaient organisé la contre-attaque. Les Russes ne résistaient plus guère, et les unités allemandes refoulaient tout devant elles à raison de 150 km en 2 semaines. Les soldats russes fondaient dans la neige, disparaissaient dans les villages, désertaient en masse. Le nouveau gouvernement des Soviets en décembre demandait la paix et se heurtait aux conditions féroces posées par les Allemands qui profitaient de la situation. Il voulait en même temps transférer à l'ouest le maximum possible d'unités combattantes et tenir les riches plaines d'Ukraine pour se nourrir. Une armée de conquête, d'occupation s'emparait de la Russie. Il fallait conclure, voilà pourquoi Lénine avait signé la paix infamante de Brest-Litovsk. Victoire à l'Est, désengagement à l'Ouest, la stratégie allemande n'était pas gratuite. 1 million de pertes humaines en 1917. Le pari le plus important de l'état-major était perdu, les sous-marins commençaient à se faire dépister par les convois alliés. Les Allemands n'avaient plus les moyens de s'opposer à l'arrivée en force de 2 millions d'Américains qui se préparaient à débarquer en vagues successives en France. Les Allemands, au nom du Kaiser et de la patrie, seraient conviés à de nouveaux sacrifices par le grand état-major. Notre situation, disait un rapport du quartier-maître général Ludendorff, exige que nous frappions dès que possible, avant que les Américains ne jettent des forces importantes dans le conflit. Au début de 1918, Hindenburg et Ludendorff rassemblent les forces qui leur restent pour un effort encore plus grand. Ils lèvent les vieux et les inaptes, les trop jeunes aussi, et les enrôlent dans l'armée. « 123 000 hommes sont ainsi arrachés aux usines et aux mines qui pourtant ne peuvent se passer d'eux. Les jeunes garçons sont placés en tête de liste. L'armée lève ses derniers hommes et impose sa loi sans résistance possible. Le gouvernement est maintenant captif, comme toute la nation du grand état-major. Et le grand état-major conduit l'Allemagne à sa ruine. Le quartier-maître général Ludendorff n'a pas terminé la série de ses paris. Il mise sur une dernière offensive à l'ouest.
Les Américains arrivent en guerre sur un air de jazz. C'est la musique de l'époque. Celle qu'ils vont apporter avec eux en Europe. La parade dans les rues de New York est continuelle. C'est celle des jeunes hommes qui vont bientôt monter en ligne dans les forêts de l'Argonne. En France, ils apportent leur optimisme, leur jeunesse, leur gaieté, leur dynamisme. Ils ont dans leur besace des trompettes et des cornets, des banjos et des flûtes. De quoi jouer au cantonnement dans les villes françaises, chaque fois qu'ils pourront. On ignore alors en Europe cette explosion du jazz américain. Pour la jeunesse française, c'est une véritable révélation. Quelques volontaires pris dans la masse. George Seaman donnait des leçons de tango dans une station du New Jersey. Il a abandonné sa saison. Cyril Clément, employé dans une usine de chaussures, a passé 3 semaines dans une ferme du Vermont pour se mettre en forme avant de rejoindre l'armée. Steve Schwelpke a abandonné son job dans une épicerie du Wisconsin. Dans l'Iowa, un garçon de ferme, nommé Merle Hay, a pris le train pour s'engager à Des Moines. Un jeune athlète, Merv Silverthorne, a rejoint le groupe de ses camarades étudiants pour un parcours en chemin de fer d'un camp du Minnesota à un camp de marine en Californie. Silverthorne avait entendu parler de ce camp par son père. Il a lu tous les livres patriotiques de Teddy Roosevelt. J'étais élevé, dira-t-il plus tard, dans une atmosphère de patriotisme. Je regardais devant moi, droit devant moi, pour courir l'aventure au-delà des mers, droit devant moi. Les volontaires ne suffisent pas pour constituer une puissante armée. Le 5 juin 1917, environ 10 millions d'Américains rejoignent un mouvement favorable à la conscription. Le secrétaire d'État à la guerre, Baker, a l'honneur de tirer le premier numéro. Le sort tombe sur un certain Bradshaw de Greenville dans le Mississippi. Il envoie un télégramme de remerciement au secrétaire d'État. Il est la première recrue des États-Unis. 4500 autres sont choisis, un par bureau de recrutement. Le corps expéditionnaire réunit ses premières victimes sur un sol rasé dans des baraques tristes. Sur le papier, l'armée compte 3 millions d'hommes. Faute de fusils et de soldats, on doit se borner dans l'immédiat à 500 ou 600 000 hommes. Ils combattront avec des armes prêtées par les Alliés qu'ils apprendront à manier sur les champs de bataille. Mais tout de suite, on leur apprend la self-défense avec le boxeur Johnny Kilban. Un sportif, un Anglais, enseigne la technique pour tuer. Une recrue écrite à la maison, comme les Alliés nous l'enseignent, un fusil n'est rien d'autre que le support d'une baïonnette. Ils nous apprennent à mettre dans nos gestes le maximum de haine.
Une armée, ça se fabrique. À la demande pressante des Alliés, les premiers grands contingents sont rassemblés en juin 1917. Ils ont gagné les navires de transport hâtivement rassemblés. Le secrétaire d'État est obligé d'annoncer que les épouses ne sont pas autorisées à partir en guerre avec leurs maris qui ont entre 21 et 31 ans. Pour les soldats, l'ennemi s'appelle Fritzi, l'empereur d'Allemagne, Kaiser Bill. Ils chantent en partant toutes les chansons qu'ils peuvent avoir dans leur répertoire de jeunes Américains. Un pont de bateau, dit la presse, est jeté entre l'Amérique et la lointaine guerre européenne. Le transport est le fruit de l'improvisation, car il faut aller vite. L'escorte de destroyers bat pavillon américain, les transports sont anglais, mais aussi français, italiens et russes même. Il y a des bateaux confisqués à l'ennemi. Des milliers d'Américains font parfois la traversée sur des bateaux allemands baptisés Vaterland, Van Steuben ou autres et saisis dans les ports de l'Atlantique à la déclaration de la guerre. L'aventure commence en mer. Chaque transport est une cible potentielle. L'Atlantique bouillonne de dangers cachés. Les vigiles traquent les sous-marins à la jumelle. À chaque voyage sonnent les alarmes, généralement fausses, parfois trop réelles. Mais les escorteurs font bien leur travail. 2 millions d'Américains passeront l'océan sans anicroche. On compte seulement 71 victimes de l'action ennemie. Le 27 juin, les premiers contingents arrivent en France. Le général Pershing, leur commandant en chef, les accueille en personne. Il est en France depuis un mois, préparant le débarquement de ses troupes. Les premiers contacts sont décevants. Pas de drapeau,
Pas de banderoles tendues par des soldats français ou par la population civile. Pas de comité de réception. Que font donc les Français? En fait, la nouvelle du débarquement américain a été tenue strictement secrète. Alors, les gens découvrent les nouveaux alliés au dernier moment et les municipalités sont prises de court. Paris fait des efforts. L'Independence Day, ce 4 juillet 1917, est fêté des deux côtés de l'océan. Les enfants de l'Europe sont de retour, on les accueille comme tels. Un colonel de l'état-major de Pershing invente la formule « Lafayette, nous voici ». Éreintée par 3 ans de guerre, la capitale de la France reprend vie. Une Parisienne note ce jour-là dans son journal que les Américains sont frais et roses comme des chérubins. Until my dreams all come true, till the day when I'll be going down that long, long trail with you. Ils s'appellent eux-mêmes les Duke Boys, mais la presse les appelle Sammy, diminutif de l'oncle Sam. Ce surnom ne leur plaît pas du tout. Quand ils prennent le train, ils grimpent dans les wagons à bestiaux en les appelant Duke Boy Pullman. Ils sont loin d'être prêts pour le combat, les Duke Boys. Ils sont une présence pas encore armée. Mais la présence se fait sentir avec un ton de bravade et même de fanfaronnade donné par le colonel Douglas MacArthur qui a 37 ans. Il sert à l'état-major de la division Rainbow qu'il commandera plus tard. Pour Pershing, c'est le meilleur chef que nous ayons. Un autre officier, le capitaine George Marshall, est recruté par Pershing pour tous les problèmes d'intendance, de logistique, d'un corps expéditionnaire énorme. À la 2e division, la moitié des conscrits viennent de l'armée et l'autre de la marine, comme Silver Thorne que l'on voit ici, ou le caporal Schwepke qui vient du Wisconsin. Dans la 1re division, on retrouve C. Clement et Merle Hay de l'Iowa et George Seaman, l'ancien professeur de tango. D'autres divisions arrivent en France, la 26e, la 41e, des forces toutes fraîches que les généraux alliés voudraient bien incorporer aussitôt dans leurs unités, jusqu'au dernier homme. Mais Pershing insiste pour les garder intacts, loin de l'emprise des alliés. Il craint que les instructeurs alliés n'enseignent la prudence et le défaitisme. Pershing veut entraîner lui-même ses hommes dans un esprit d'indépendance. Il veut bien coopérer, mais pas fusionner. Les Américains doivent combattre sous leur drapeau, dit-il. Pendant qu'on organise l'armée, les Américains proposent leurs services techniques. Les ingénieurs, les architectes sont à l'ouvrage. On répare les lignes de ravitaillement endommagées. On construit des gares de marchandises avec des entrepôts frigorifiques pour la bière. On installe comme à Brest de vrais ports de débarquement avec des grues, des locomotives, des camps de transit. En rageant de se voir confier des corvées ménagères, quelques unités se portent volontaires pour l'action immédiate. Parmi les premières, le 15e régiment d'infanterie entièrement composé de noirs. Ils chantent comme les poilus la Madelon. Viens nous servir à boire, sur la tonnelle, on frôle le sang, je prends, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille le menton, et la vie
c'est tout ma casse terre. Madelon, Madelon, Madelon. À la fin de 1917, d'autres unités américaines font de brefs séjours dans les tranchées, dans un bon secteur comme on dit, où les ennemis, très provisoirement, ne cherchent pas à s'entretuer. Il s'agit de les familiariser avec le front. Le 2 novembre 1917, il n'y a plus de bon secteur. Les Allemands ont décidé de donner aux nouveaux venus un avant-goût de la vraie guerre, sous sa forme la plus répugnante, les raids de tranchées. Sinistre baptême. Au premier raid allemand, 3 Américains sont tués. Les Français les enterrent avec les honneurs. Ils sont les premiers à tomber. L'un d'entre eux est Merle Hay, un jeune homme venu de l'Iowa. Sur sa tombe, on fait l'éloge de son sacrifice. Quand les Américains volent sur le front de l'Ouest en 1918, l'aviation de guerre a déjà une longue histoire. 3 semaines après l'invasion de la Belgique par les Allemands, en août 1914, l'avion n'était déjà plus seulement un engin de reconnaissance. Les biplans étaient équipés de mitrailleuses servies par des observateurs. On lâchait du bord des bombes, des obus, des flèches d'acier, des grenades à main. Le 1er avril 1915, Roland Garros, un des as de l'aviation d'avant la guerre, pointe le nez de son monoplan sur un avion allemand. Le pilote ennemi n'en revient pas. Les balles passent à travers l'hélice en action sans la toucher. En 2 semaines, Garros abat grâce à cette invention géniale 5 avions ennemis coup sur coup. Les Allemands sont totalement surpris. Il devient le premier as du monde. Le secret est préservé pendant 18 jours exactement. Les Allemands réussissent à le capturer après un atterrissage forcé. Ils apprennent qu'il a des déflecteurs d'acier montés sur son hélice. Sur chaque série de 100 balles tirées, la mitrailleuse frappe 7 fois les déflecteurs. Les ricochets sont donc dangereux pour Garros, mais les balles le sont encore plus pour l'ennemi. 93% peuvent toucher la cible. Anthony Fokker, un génial constructeur allemand, est sollicité par les autorités pour construire un modèle moins suicidaire. Il invente un procédé qui permet d'interrompre le tir le temps exact du passage de l'hélice. L'état-major allemand prend l'exclusivité du procédé. Fokker construit ainsi le premier chasseur au monde disposant d'une mitrailleuse au tir synchronisé dans l'axe de l'hélice. Il apparaît dans le ciel en pleine bataille des Flandres. Pendant toute l'année 1915, il a l'occasion de faire la preuve de la terrifiante efficacité des attaques aériennes sur le champ de bataille. Les Alliés ne peuvent alors lui opposer un chasseur de sa classe. Le Fokker à croix noire de Max Emmermann est bientôt célèbre sur la ligne du front. Le pilote inaugure une tactique nouvelle appelée Tour. Son score est de 15 avions abattus. Mais il est abattu lui-même en juin 1916. Son compagnon d'escadrille s'appelait Oswald Belke, un superbe pilote plein d'astuces. Il comprend que la maîtrise du ciel ne peut être acquise par des chasseurs isolés, mais par des formations disciplinées de combattants. Les Alliés feront leur profit de sa tactique. Ils travaillent sans relâche avec des usiniers pour mettre au point l'Albatros. Il est grand temps. Les Alliés sont en train d'acquérir la supériorité sur les champs de bataille de Péronne et de la Somme. Vers le mois d'août 1916, Belke dispose de sa propre escadrille d'élite de pilotes d'Albatros. Mais en octobre, le vainqueur de 40 combats aériens rapprochés meurt dans une collision avec un de ses compagnons.
L'un des plus adroits pilotes formés par Belke et Manfred von Richthofen. Le baron Cavalier apprend à voler au prix de nombreuses mésaventures. Fondant sur sa proie comme un épervier, il est vraiment chasseur. Chacune de ses victoires est pour lui un trophée. À 24 ans, Richthofen est le héros adoré des Allemands, l'as des as. Agréable, beau garçon, idole des filles, mais solitaire. Il écrit à sa maman 3 fois par semaine et passe ses loisirs à chasser le sanglier. Richthofen n'est pas un chasseur solitaire. Il a son cirque volant, 80 pilotes d'élite au triplan peint en rouge. Il change souvent d'avion comme le chasseur change de fusil. Le 21 avril 1917, il compte ses victoires. 80 victoires. Aucun as de cette guerre ne fera mieux. C'est le baron Manfred von Richthofen. Le chasseur rencontre toujours un autre chasseur plus adroit. Le chevalier rouge d'Allemagne encaisse une balle dans la poitrine. Vient-elle des airs ou des tranchées? On ne sait. C'est la mort du héros. Il est enterré par les Britanniques avec les honneurs militaires. On se massacre férocement à Verdun quand le cirque de Richthofen trouve un nouveau chef, Lars Hermann Göring, qui a déjà 22 victoires à 25 ans. Cet ancien officier d'infanterie avait de la retraite et le goût de la bonne chair. Il avait choisi de voler. Les aviateurs pouvaient être indulgents à ce travers. Göring apprend à voler dans le cirque de Richthofen. Il sera le dernier commandant du cirque volant du Baron Rouge. Le Royal Naval Air Service met d'abord ses appareils au service de la flotte anglaise et combat au-dessus de la mer. Il ne sera engagé sur terre que beaucoup plus tard, aux côtés du Royal Flying Corps. En 1915 et 1916, il attaque les éplins au sol à la bombe. Il participe aussi à la guerre anti-sous-marine et repère les submersibles pour le compte des bateaux de surface. Les bombardiers s'acharnent sur les abris de Zeppelin. Les Britanniques ont inventé le porte-avions. Très tôt, en 1915, la Navy dispose d'un bateau équipé d'un pont, l'Ark Royal à Gallipoli. Un casse-cou de l'aéronaval attache la première torpille à un aéroplane. Il coule ainsi un bateau turc. À terre, les volontaires du Royal Flying Corps participent à la bataille des Flandres et de la Somme, sans avoir beaucoup plus que 24 heures d'instruction. Ils affrontent ce que l'armée allemande peut offrir de mieux, par exemple le cirque de Richthofen. Les Anglais n'ont pas fait beaucoup de publicité à leurs as. Ils en ont cependant, et des meilleurs. Le major Edward Manick est peu connu. En partie aveugle, il a à son actif 73 victoires. Il a été tué à l'âge de 31 ans. Le capitaine Albert Ball était un teenager quand il s'est engagé dans l'aviation. As des as, il jardinait et jouait du violon, avant de trouver la mort à l'âge de 20 ans. Le Canadien Billy Bishop était aussi sauvage que Ball, aussi adroit que Manick. Il réussit à sortir de la guerre indemne avec 72 victoires. La gloire est fugace. Les as en bénéficient pendant la guerre. Plus tard, elle ira aux sportifs, aux stars. L'avion est déjà en train de dépasser l'aviateur. Aux exploits des chasseurs, le commandement anglais préfère l'efficacité des bombardiers lourds. Ils remplacent avantageusement les dirigeables et peuvent transporter des bombes de 500 livres.
La Grande-Bretagne, bien plus que l'Allemagne, porte l'offensive dans les airs. Les Français utilisent beaucoup l'avion dans la bataille de Verdun. Il leur sert à la fois pour l'observation d'artillerie et pour l'attaque au sol. Leur entraînement est méticuleux. Ils apprennent à piloter les deux meilleurs avions de la guerre, le bébé Newport et le Spad. Guillemer a l'air d'un enfant, fragile, les yeux ardents d'un tuberculeux. Il vit à 21 ans comme s'il était né pour balayer les cieux de tous leurs démons. Abattu lui-même à 7 reprises, il devait détruire 54 avions allemands. Le public l'adorait et le commandement lui demanda de cesser de voler pour ne pas courir le risque d'être abattu. Il refusa. Le 11 septembre 1917, il disparaissait dans un nuage. Les petits-enfants des écoles disaient que Georges Guillemer avait volé si haut qu'il n'avait jamais pu redescendre. René Fonck, classe aux 75 victoires, était un homme méticuleux qui ne laissait rien au hasard et n'avait jamais eu de pépin. « Je place mes balles dans la cible », disait-il avec simplicité, comme si je visais à la main. Charles Ningesser avait de la chance. Il accumulait les victoires entre 2 séjours à l'hôpital et 2 dégagements dans Paris. Ningesser, l'idole des foules aux 45 victoires, portait une mâchoire artificielle. Beaucoup d'Américains combattaient au front. Ils s'étaient engagés dans la Légion étrangère et attendaient la formation d'une escadrille purement américaine. Ils accoururent dès qu'ils surent que les avions étaient prêts. C'était l'escadrille Lafayette. Cette escadrille est entraînée et prête pour l'action dans le ciel de France le 13 mars 1916, près d'un an avant l'entrée en guerre des États-Unis. Aucun d'entre nous, écrira plus tard James Norman Hall, n'était allé beaucoup plus haut dans le ciel que le sommet du gratte-ciel de Walworth. L'escadrille porte les couleurs américaines. L'ambassadeur d'Allemagne à Washington proteste. Les Français inventent alors le nom d'escadrille Lafayette et peignent sur les ailes des avions leur propre cocarde pour bien signifier que les Américains sont des volontaires. Et l'escadrille entre dans la danse au-dessus de Verdun. Première victoire, Rockwell, de Caroline du Sud. Premier tué, le New-Yorkais Victor Chapman. Premier as, Raoul Lufbaré, 30 ans, citoyen américain d'origine française. Les exploits de ces hommes ne tardent pas à fournir un thème de choix aux reporters de la presse américaine. Leur épopée devient vite une légende. Les journaux et les magazines sont pleins de leurs exploits. Les pilotes, on connaît leur mascotte, le lionceau porte-poisse. On sait qu'ils boivent au bar de l'escadrille des whisky soda, une boisson qui devient à la mode. Ils seraient parfaitement heureux, les pilotes de l'escadrille Lafayette, si leur espérance de vie n'était pas de 3 semaines au combat. Cette statistique géniarde ne les empêchait pas de vivre et de s'amuser, loin de la boue des tranchées. Ils avaient l'avantage immense de pouvoir aimer, dîner et boire dans des endroits décents avant de marcher à la mort.
Français et Britanniques fournissaient aux Américains des experts en pilotage et les avions eux-mêmes, car les États-Unis étaient entrés en guerre sans aucun avion de combat. La France fournissait les Newport et les Spad aux As américains. Les usines et les ateliers français devaient en envoyer 3600 en ligne pour la seule année 1918. Les Américains devaient apprendre très vite ce que les Alliés avaient mis 3 ans à maîtriser, le combat aérien, le bombardement et la reconnaissance photographique. Eddie Rickenbacker, un des As américains les mieux pourvus en victoire, est un conducteur de car de 27 ans. Il abat au combat 26 avions allemands. Mais il est convaincu que les beaux jours des chasseurs sont passés. Frank Luke est une sorte de Billy the Kid en uniforme. Indiscipliné, lunatique, il abat 21 avions allemands avec une grande désinvolture et un mépris affiché des balles de mitrailleuse. Il adore incendier les ballons, ce qui est un exercice périlleux. Les ballons d'observation sont toujours défendus par des mitrailleuses et des canons anti-aériens qui tirent à partir du sol. Luke meurt sur une de ces cibles. Le ciel est plein de casse-cou, mais les plus célèbres d'entre eux se sont illustrés dans les combats individuels. Et quelques-uns ont raconté cette vraie bataille de chiens dans le ciel. Pour Raoul Lufbery, qui a eu la chance de survivre, ces combats sont atroces. Et pourtant, il les mène avec le plus grand sang-froid. Je n'ai pas, dit-il, le moindre état d'âme. Je tire sur mon adversaire. On tourne l'un au-dessus de l'autre. On tire tout le temps. Tout d'un coup, son engin devient tout blanc. Il tombe comme un mégot de cigarette allumé. Au cours de l'année 1918, les As passent soudain au second plan avec leurs bizarres petites machines. Le général américain Billy Mitchell rencontre Boom Trenchard, le grand stratège de l'aviation britannique. Trenchard et Mitchell sont d'accord, l'aviation doit attaquer en coup de poing les deux côtés du saillant allemand. Elle entre dans la guerre comme une arme autonome, spécialisée. Quand les Allemands veulent contre-attaquer sur l'Argonne pour envahir la Champagne, 200 bombardiers alliés, lourdement chargés, prennent l'air et choisissent pour cible les zones de concentration de l'ennemi. Les aviateurs participent désormais au combat avec autant d'intensité que les hommes des tranchées. Les As ne sont plus guère qu'un engrenage dans cette immense machine à tuer qu'est déjà devenue l'aviation de combat.
Bill Thaw est un Américain de Pittsburgh qui s'est engagé volontaire dans l'infanterie française en 1914. Il est devenu l'âme de l'escadrille Lafayette. Il est le dernier à avoir quitté ce groupe. Il a reçu sa décoration comme Eddie Rickenbacker des mains de Mitchell. Un as, Raoul Lufbery, n'a pu être décoré, et pour cause. Le 19 mai 1918, son Newport a pris l'air pour chasser les albatros. L'engin de Luft s'est soudain mis à brûler avec des flammes immenses. Les avions qui surgissaient du haut du ciel ont alors aperçu Luft, le héros, émergeant du nuage de fumée. Il a sauté au sol. Sauté. Pour ne pas mourir brûlé. Ses amis lui ont fait les funérailles des aviateurs. Ils ont lancé des fleurs du haut des airs. Ils ne le savaient pas encore, mais ils marquaient ainsi la fin d'une époque, celle des vieilles tiges de la guerre de 14. On ne verrait plus jamais ces hommes-là. Ils avaient disparu dans le ciel.